On vous pose une petite question dans la salle. Donc, à main levée, on veut prendre le pouls. Un petit vrai ou faux pour commencer. Les maladies tropicales devraient arriver au Canada vers 2027. Alors, si le réchauffement continue, en 2027, on verra ici des maladies tropicales. Qui croit que c'est vrai à main levée? Qui croit que c'est faux? C'est bien partagé. Alors, sur ce, Dr. Gosselin, je vous cède la parole. Bien, la réponse, c'est que c'est faux. Vous avez raison, mais pas pour les bonnes raisons, probablement, parce que les maladies tropicales sont déjà parmi nous. Il y avait, au 19e siècle, à Montréal, on avait déjà la malaria qui était installée ici. On a déjà des maladies comme le virus du Nil, dont vous avez sûrement entendu parler, qui n'est pas très répandu au Québec présentement, mais qui est une maladie qui vient des tropiques aussi. Il y a d'autres maladies qui sont en train de se répandre un peu partout comme ça, qui sont des maladies infectieuses, qui s'installent ici parce que, d'une part, on a les bons moustiques pour les transporter. Nos hivers s'adoucissent et donc la grande désinfection annuelle est moins forte qu'elle ne l'a déjà été. On s'urbanise davantage. Certains moustiques aiment ça. Ils s'installent dans les égouts, ils s'installent dans les métros. Ils passent une belle vie. À l'été, ils ressortent un petit peu. Ils vont s'amuser avec vous et auprès des animaux. Alors, c'est un des risques qui nous attendent. La différence qui fait qu'ici, nous en souffrons moins par rapport à des pays moins riches, c'est qu'on a mis toutes sortes de barrières pour interrompre le cycle de vie de ces transmetteurs de maladies. Les barrières, c'est évidemment nos maisons, nos moustiquaires. Il y a aussi notre système de santé publique, le fait que nous sommes un pays riche, finalement, qui peut se permettre d'intervenir rapidement et tout le monde y a droit, tout le monde est accessible. Bon, si on se met à couper là-dedans, comme on semble vouloir le faire ces jours-ci, on peut s'attendre à ce que les barrières tombent et que, éventuellement, les maladies se répandent davantage. C'est ce qu'on voit dans certains pays africains présentement, des systèmes de santé effondrés mènent à des épidémies de grande ampleur. Il est important de commencer à penser tout de suite, et puis il y a beaucoup de gens qui font ça, à l'agriculture urbaine, qui est une belle solution, parce que chacun peut se mettre à cultiver un peu, et il peut y avoir des jardins communautaires qui sont organisés par les villes, destinés possiblement à des gens qui en ont davantage besoin. Et moi, je trouve que c'est une belle avenue de solution pour le climat qui s'en vient et pour diminuer notre dépendance à la nourriture qui vient toujours d'ailleurs et qui peut facilement flamber en termes de prix s'il y a des problèmes d'inondation, de sécheresse alentour. Mais bref, on peut faire un effort pour manger davantage local, régional. Je veux dire, moi, ma limite personnelle, je me suis mise, c'est l'hiver, on reste sur le continent nord-américain. Hein? Bon, ça garde la Floride, la Californie, c'est jouable sans trop changer ta vie de tous les jours. Les asperges du Pérou l'hiver, là, on s'entend-tu que 85% du prix que vous payez, c'est du gaz que vous avez brûlé, du kérosène d'avion que vous payez. Alors, pensez-y un petit peu. Des fraises à Noël, vous pouvez en passer. Des raisins du Chili, ça aussi. Des oranges de l'Afrique du Sud. Lisez les étiquettes un peu. Ça, moi, c'est la bouteille de vin de France? La bouteille de vin de France, elle vient en bateau. C'est un moindre péché. Quels sont les impacts directs et indirects des changements climatiques sur la santé? Direct, bien, c'est la chaleur, principalement, les vagues de chaleur. En fait, c'est les extrêmes. Hein? Les vagues de chaleur, ça touche qui? Ça touche particulièrement, vous l'avez deviné, ceux qui n'ont pas la clim. Et ça, c'est qui? C'est quand même 25% de la population en général dans la grande région montréalaise ici. Et c'est souvent ceux qui n'ont pas le moyen de se la payer, donc les quartiers plus défavorisés. Ça va toucher plus particulièrement aussi, c'est pas juste les personnes âgées qui vont être touchées, c'est en fait tout le monde. Et puis surtout ceux qui sont malades, qui ont déjà des problèmes de santé préalables. Alors, si vous avez un problème cardiaque, un problème respiratoire, ou si vous avez de l'asthme, ou si vous avez un problème neurologique, de l'épilepsie ou des choses comme ça,
c'est le genre de personnes qui vont davantage souffrir. On a fait une enquête tout dernièrement qu'on vient de terminer puis de publier qui montre que lors des canicules, dans les quartiers les plus défavorisés de tout le Québec, on a fait ça auprès de 3500 personnes environ, il y avait jusqu'à 12 du monde qui était obligé de consulter leur médecin ou leur infirmière de liaison. Alors, c'est beaucoup de monde, ça. C'est des milliers, c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont obligées d'aller voir leur médecin parce qu'ils ont des problèmes de santé. Ils n'en meurent pas, ils ne sont pas hospitalisés, mais c'est quand même sérieux. Les maladies infectieuses transmises par les maladies qui montent du sud vers le nord. Comme vous avez entendu peut-être la maladie de Lyme, qui est une tique qui monte tranquillement. Il y a des chercheurs à l'Université de Montréal, à Saint-Hyacinthe, qui ont montré que ça montait de 32 km par année. C'est pas vite, mais ça monte. Le territoire propice à ce que la tique s'installe devienne infectieuse, transporte une bactérie en elle, et quand elle nous pique, finalement, si on n'est pas traité rapidement, ça peut s'envenimer. Les autres effets directs, c'est quand on est tué ou blessé dans une inondation ou dans une tornade ou dans une tempête très forte. Ça, c'est les effets directs. Les impacts indirects, c'est si vous êtes... mettons, le plus bel exemple récent, c'est l'inondation de la rivière Richelieu, qui dure 4 mois, qui touche des milliers de personnes. Les gens ont été inondés longtemps. Alors, c'est quand même des choses importantes, qui coûtent cher. Et puis ça, ça c'est nos impôts, c'est nous. Sommes-nous capables de payer tout ça en même temps quand ça arrive? C'est ça le problème, dans le fond. Ça arrive très, très vite, ça fait des gros impacts. Sommes-nous capables d'absorber ces impacts-là si rapidement? Au cours des 2 dernières années, dans l'Ouest Calgary, l'Ouest canadien, il y a eu beaucoup d'inondations et ils ont connu toutes sortes de choses. Quels sont les impacts au niveau santé qu'ils ont vécu? Une proportion de gens qui sont déjà fragiles, mais ils vont virer complètement en syndrome de stress post-traumatique après une inondation. C'est décrit. Et puis, même après l'inondation au Québec du Saguenay, on avait vu une petite recrudescence de ces syndromes-là aussi. Alors, vous voyez, c'est ce genre de choses-là qu'on peut voir. En plus, moi, je trouve ce qui est le plus important pour la société, c'est que ça coûte des milliards de dollars. Pourquoi vous pensez que dans les Caraïbes, les gens sont pauvres, en général? Il y a un ouragan qui leur détruit toutes leurs infrastructures à tous les 15-20 ans. Imaginez, vous êtes obligé de refaire toutes vos routes, tous vos amphithéâtres, tous vos hôpitaux, pensez à n'importe quoi. Tout disparaît sur votre coin de pays à tous les 20 ans, à peu près en moyenne. Pourquoi nous sommes une société riche? Parce qu'à un moment donné, tu accumules du capital, tu accumules des richesses, puis tu peux te permettre de réagir à des épisodes comme ça. Les changements climatiques, ça a sûrement de l'impact sur le filtre des ultraviolets sur les humains. Il y a sûrement une série de problèmes de santé qui peuvent en découler. Oui. 2 choses. Il fait plus chaud. C'est un bénéfice du changement climatique. Il fait plus beau. On est plus dehors. Normalement, on fait plus d'exercice. Ça, c'est un des côtés positifs. Cependant, si on est trop dehors, on peut avoir davantage de cancer de la peau. Mais vous êtes intelligent, vous mettez vos chapeaux, vous mettez vos crèmes, et vous vous en sauvez. Alors, en plus, on n'est pas encore à l'heure actuelle certain. Ça, c'est ce que je vous dis, c'est le scénario Australie. Parce qu'il n'y a pas tellement de nuages là-bas, parce qu'il ne pleut pas. Mais ici, vu qu'il pleut et qu'il y a de l'eau, les nuages peuvent augmenter et ça se peut que ça soit compensé par les nuages, que cette surexposition aux ultraviolets qu'on attend dans les années futures en soi, mais surtout à cause du fait qu'on va vivre davantage dehors. Quelque chose qu'on voit ces dernières années à l'échelle de l'Amérique du Nord, puis en Europe aussi, c'est la progression de l'herbe à poux. Et d'autres allergènes, mais principalement l'herbe à poux qui aime beaucoup le CO2, elle. Ça agit comme un engrais pour l'herbe à poux. Ça lui fait faire plus de sport, des SPORE, on s'entend. Elle ne fait pas plus d'exercice. Mais donc, l'herbe à poux fait plus de sport et émet plus de pollen. Et donc, et sa saison de croissance à Montréal, je pense que c'est déjà rendu de l'ordre de 35 jours de plus par année. Donc, l'herbe à poux
aiment le changement climatique progressent davantage vers le nord et les gens qui sont allergiques à ça, le nombre de personnes augmente. Bon, ça, c'est pas dramatique en ce sens que c'est le rhume des foins, mais le rhume des foins, chez certaines personnes très allergiques, c'est très grave. Ça leur rend l'été complètement pourri. Il faut qu'ils restent en dedans. Il faut qu'ils se bourrent de médicaments. Et puis, certains qui font de l'asthme en plus peuvent finir que leur asthme est empiré pendant une partie de l'été. Alors, il y a ce genre de problème-là qui arrive aussi avec les plantes. C'est celui qu'on a identifié au Québec. On a même un plan pour diminuer, contrôler ça un peu. Alors, on demande si la hausse du niveau de la mer va avoir une incidence sur les zones habitables dans la vallée du Saint-Laurent. Il y a des cartes déjà qui ont été faites qui montrent que à peu près toutes nos côtes, depuis Québec en descendant le fleuve, des deux bords du fleuve sont à risque. Pas chaque centimètre de côte, là, mais dans toutes les villes, toutes les zones, nommées un village en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, là, les îles de Madeleine, tout ça est à risque d'érosion. Il y a des solutions. Je pense que c'est ce qu'il faut aussi ne pas oublier. Il y a de l'espoir. Comme société humaine, on est capable de prendre le dessus. Est-ce que ça vaut la peine que nous fassions notre effort ici au Canada? Est-ce que ça va faire une différence? Bien oui, ça fait une différence parce qu'il y a ce qu'on appelle le pouvoir d'exemple, l'émulation que ça suscite. Quand on voit des gens qui agissent, qui nous stimulent, qui nous inspirent, c'est important. Et puis, on a parlé de solutions toutes simples que chacun d'entre nous pouvons mettre déjà. Il y a aussi s'impliquer au niveau communautaire. On a parlé de plantation d'arbres, on a parlé d'aménagement urbain. Ça ne se fait pas à l'ONU, ça. Ça ne se fait pas à New York. Ça se fait ici, chez vous, maintenant. Alors moi, je vous dis, les effets prévisibles sont surtout négatifs, mais ils peuvent être très bien contrôlés. Ils peuvent être très bien contenus pour de nombreuses décennies encore, ici au Québec, en autant qu'on continue dans la voie que nous avons commencée et en autant que des changements plus importants qui sont discutés présentement arrivent vraiment bientôt. Et ça sera aussi la suite de chacun de nos gestes, de chacun de nos votes, de chacune de nos prises de position et de notre détermination et de notre enthousiasme à y travailler. Voilà.